Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerf-Volant, deuxième partie du voyage, deuxième partie de l'épisode consacré au tour du monde que j'ai effectué pendant 7 mois, donc dans la première partie, épisode précédent que je te recommande d'écouter avant. J'ai parlé de la première partie de mon voyage, une partie un peu déprimante qui s'est terminée sur une note positive comme tu as pu le constater. On a terminé le voyage en dormant dans un centre commercial et après, destination l'Asie. Alors, dans l'euphorie, parce que c'était assez spontané, la façon dont j'ai raconté les choses, j'ai oublié de mentionner quelques petits trucs qui étaient quand même importants. Quand j'étais dans cette première partie du voyage, donc relativement déprimante, comme tu as pu le constater, j'ai quand même fait des choses qui étaient productives. Et ça, c'était vraiment la première grande leçon du voyage. Pendant cette période-là, j'ai sorti un recueil de poèmes, Pincée de pensée. En fait, comme j'étais en pleine déprime, j'étais dans un bad mood, on va dire. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, donc je me suis mise à écrire. Et donc j'avais envie d'écrire des petits poèmes, etc. J'ai pris goût, on va dire, à l'idée d'écrire, à l'idée de jouer avec les mots. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien de passer le cap, de publier ce recueil de pensées parce que j'avais déjà pour objectif de sortir un livre dans le cadre de Studies, mais j'avais un peu peur, tu sais, syndrome de l'imposteur, tu sais pas si t'es légitime à sortir un livre, tu sais pas comment ça se passe, et je me suis dit, ah bah tiens, vu que ces pensées, ces poèmes que j'écrivais, que je postais sur Instagram plaisaient beaucoup, j'avais beaucoup de retours positifs à ce sujet-là, et je me suis dit, bon bah tu sais quoi, publie-les. Ça, les gens, bon, bah, s'ils ont envie de prendre le recueil de poèmes, ils le prendront. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti le recueil de poèmes. Je l'ai finalisé quasiment en Turquie. Et puis j'ai sorti ce recueil quand j'étais à Dubaï, quand j'étais aux Émirats. Donc ça a été la première grande réussite finalement de cette période, même si elle était un peu déprimante. Et la deuxième chose, alors ça c'est vraiment fou, c'est que avant de partir pour ce petit pèlerinage, cette Umrah en Arabie Saoudite, j'ai sorti une vidéo YouTube. J'avais repris la chaîne, je sortais des petites vidéos, mais bon, ça prenait pas trop. À ce moment-là, j'avais à peu près 4000 abonnés et je tournais autour des 500, 600 vues. Et je me suis dit, ah bah tiens, il est peut-être temps de changer de format. J'avais envie de changer de format. J'avais envie de proposer une vidéo beaucoup plus travaillée en termes de script. Et je me suis dit, il faut que j'aille droit au but pour démontrer aux élèves qu'ils font fausse route dans leur apprentissage avant de leur donner des conseils. Et c'est là que j'ai écrit, monté et sorti la vidéo. Ta façon d'apprendre n'a aucun sens. J'ai écrit cette vidéo, j'ai mis, je crois, 2 semaines à la monter. C'est la première fois que je travaillais un montage de cette manière-là, ça m'a pris énormément de temps. Et j'ai sorti cette vidéo, et genre 2 jours après, je pense, je suis partie pour... 2-3 jours après, je suis partie en Arabie Saoudite. Et à l'heure actuelle, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube. Elle est à 126 000 vues, je crois, à l'heure actuelle, si je me trompe pas. Et elle m'a permis de gagner 3 fois plus d'abonnés en 1 mois et demi. C'est comme si, en fait, tu sais, j'ai lancé le truc, j'avais pas d'attente. Et je suis partie faire mes petits trucs spirituels. Et en fait, pendant ce temps-là, la vidéo, elle a cartonné. Et voilà, ça a été finalement une des plus belles réussites aussi de cette partie du voyage. Comme quoi, même quand t'es dans un bad mood, tu peux faire des choses assez bien. Et je me suis rendu compte que moi j'étais un peu comme ça. Donc quand je suis en pic, je perds un peu ma créativité. Quand je suis en down, quand je suis en bad mood, quand je réfléchis beaucoup, en fait c'est comme si j'étais un peu au pied du mur. Et j'arrive à faire des trucs que j'aurais pas fait habituellement. Je suis un peu comme une Saiyenne. Il fallait que ça vienne, cette comparaison. Je suis comme Dragon Ball Z. Tu sais, dans Dragon Ball Z, les Saiyans, donc les Sangoku et compagnie, ils se transforment quand ils sont au pied du mur et ils révèlent tout leur potentiel quand ils sont à deux doigts de mourir. Bon, j'irai pas si loin me concernant, mais j'ai l'impression que quand je suis un peu dos au mur, d'un point de vue, je sais pas moi, personnel, professionnel, c'est là que je déploie en moi les meilleures ressources. Et je pense qu'on est tous comme ça en tant qu'humains. Donc c'est intéressant et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, je suis partie vers la Malaisie avec ces 2 petites réussites déjà en poche dans ce voyage. C'est quand même pas mal. Passons à la suite du voyage parce que c'est pour ça que t'écoutes le 2e épisode. Donc, je suis dans un avion, direction la Malaisie. J'ai pris un vol avec Singapore Airlines et ce vol donc faisait une escale à Singapour et ensuite aller vers Kuala Lumpur. J'avais une voisine philippine très sympathique qui était choquée de mon âge bien évidemment. Donc on a fait connaissance. Elle m'a dit oh, tes parents ils te laissent voyager. Je lui ai dit ah si tu savais. Et c'était drôle parce que elle était tellement choquée de mon âge, alors qu'elle aussi, genre, elle faisait 20 ans de moins que son âge. Hein. Elle était tellement choquée que quand on a atterri, elle a appelé son mari en FaceTime pour lui dire « Regarde, elle a quel âge ?» Tu vas être choquée.
Donc, il y a un mari philippin, il a rien demandé, il allait au travail, et il a vu une fille qu'il connaît pas, qui fait moins que son âge. Voilà, ça c'était très drôle. Bref, on a pris un café le matin parce qu'elle aussi elle faisait une escale, elle partait vers les Philippines, donc c'était très sympathique, on a papoté ensemble. Et ensuite j'ai pris un avion pour Kuala Lumpur. Alors l'aéroport de Singapour, il est extraordinaire. Je suis un peu triste de pas être allée à Singapour, mais tu vas comprendre pourquoi dans la suite de mon périple. J'arrive à Kuala Lumpur et c'est la première fois que je suis aussi loin de la France d'un point de vue géographique. Rappelle-toi, je suis seule avec une valise de 25 kilos, une valise de cabine de 8 kilos et un sac à dos qui contient 2 ordinateurs. J'arrive à l'aéroport de Kuala Lumpur, très bien desservie pour aller jusqu'à la ville, et j'avais déjà choisi de toute façon l'appartement. Donc je connaissais la route à emprunter. Je prends le train, je vois qu'il fait hyper chaud, je me dis ça va être sympathique. J'arrive à la gare de Kuala Lumpur pour aller prendre un taxi, et là je vois une averse. J'avais oublié que j'arrivais en pleine saison des pluies. Parce que oui, je vérifie pas la météo quand je vais quelque part. Super. Donc, il fait une averse de dingue. C'est ce qui allait se passer de toute façon durant toute ma présence en Malaisie. J'arrive à prendre un taxi qui me ramène donc à l'hôtel. Non, c'était pas l'hôtel, c'est un bâtiment parce que j'avais loué un petit appartement pour toute la durée de mon séjour. J'arrive dans le bâtiment. La personne qui s'occupe de faire l'état des lieux arrive. C'est un jeune garçon très sympathique. Il me dit qu'il faut régler donc avant d'arriver. C'est ce que je fais, je règle l'appartement, etc. Ce détail, je le précise parce qu'il est important. Tu vas comprendre pourquoi. On fait le petit check-in de l'appartement, tout se passe bien. Quelques jours passent, donc j'arrive fin avril, donc je découvre un petit peu la ville de Kuala Lumpur que je connais pas du tout. Je sors, il fait 38 degrés dehors, ça veut dire tu marches 5 minutes, t'es trempé, voilà. Donc il faut apprécier ce genre de climat que personnellement je n'apprécie pas beaucoup. Je comprends pourquoi les gens passent leur temps dans les centres commerciaux. Je retrouve un couple d'amis qui est au même moment en Malaisie. Donc c'est des Français qui habite en Malaisie parce que l'épouse, d'ailleurs je lui fais un coucou si elle écoute le podcast, elle travaillait en tant que prof de français à Kuala Lumpur, donc pour un contrat de 6 mois, ça faisait quelques mois qu'ils étaient déjà là, ils étaient déjà allés en Asie et compagnie, ils étaient à Kuala Lumpur au moment où j'y étais, et donc on se retrouve quelques jours plus tard, et ça a été mes amis tout au long de ma présence en Malaisie. Bref, donc tout se passe bien les premiers jours, et début mai, il se passe quelque chose. Alors je t'explique. Si tu m'avais donné 15 vies, jamais j'aurais imaginé avoir ce problème. Vraiment. Et je l'ai eu, comme quoi la vie est pleine de surprises. Comme si, en fait, après toutes les prières que j'ai faites quand j'étais en Umrah, donc au pèlerinage, c'est comme si Dieu, il répondait déjà à mes prières par des challenges. C'est comme ça que j'ai vu les choses, vraiment. J'ai vraiment, tu sais, tu demandes la réussite, tu demandes que Dieu y mette la bénédiction dans ton travail. Et là... Premier challenge, première épreuve du jeu de la vie, j'ai envie de dire. Donc, je me rends compte que sur mon appli bancaire, le montant qui est affiché, c'est-à-dire le solde, tu sais, quand tu ouvres ton application, ta banque, tu te connectes, il y a le montant qui est censé avoir sur ton compte. Voilà. Et ben, je me rends compte que le montant, il correspond pas à l'argent que j'ai vraiment dans mon compte. Bref, pour te faire simple, en fait, tu sais, quand tu reçois des règlements par Stripe et PayPal, donc par les plateformes de paiement, tu dois faire une connexion avec ton compte bancaire. Sauf que, en fait, à un moment, la connexion avait été perdue, je ne sais pas. Du coup, je pense que les gens du service client ou les comptables, ils avaient dû refaire, en fait, une connexion. Sauf que la connexion qui était perdue, les derniers montants qui étaient vus par cette connexion étaient restés affichés. Donc, mon appli bancaire affichait de l'argent que je n'avais pas. Je me rends compte de cette problématique, je me dis peut-être c'est une erreur, genre à ce moment-là je suis dans le déni parce que sinon en fait je suis foutue. Bref, je me rends compte de ça le 1er mai, c'est-à-dire que personne ne travaille en France. Et il a fallu 10 jours pour que mon banquier me confirme qu'en effet il y avait un problème sur mon application bancaire. Et pour te faire très simple dans l'explication, en fait le montant qui était affiché n'existait pas. Ça veut dire qu'en fait je me rends compte, c'est un montant à 4 chiffres quand même. Donc je me rends compte à l'autre bout du monde qu'en fait je n'ai plus d'argent. Imagine, je me rends compte au bout du monde qu'en fait je n'ai plus d'argent et que la somme sur laquelle je comptais, qui était présente sur le compte, n'existe pas. C'est la vérité. Cette histoire, cette anecdote est vraie. Truc de fou, parce que je te disais juste avant que au moment où je suis arrivée, j'ai payé l'appartement. J'ai pas eu de genre paiement refusé. Ça veut dire qu'en fait j'ai réussi. Je sais pas, vraiment, Dieu, il sait tout mieux que tout le monde, il te protège d'une manière, bref, c'est incroyable. En fait, j'ai payé l'appartement, il me restait juste de quoi payer l'appartement.
Et en fait, après, j'avais quasiment plus rien. Et je me rends compte de ça. Donc, mon appartement est payé. Et là, je suis face à un dilemme. Je sais pas quoi faire. En fait, c'est soit je rentre en France, parce qu'en fait, je peux plus rien faire. Soit, il faut que je trouve une solution. Donc, je suis face à un dilemme en sachant que ma prochaine étape après la Malaisie, c'était le Japon. Et le Japon, c'était genre le pays de mon adolescence. C'est un rêve d'adolescente que j'étais sur le point d'accomplir. Donc, je suis face à ce dilemme en me disant, je suis à côté, je suis pas loin. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, à ce moment-là, j'appelle ma sœur et tout, une de mes sœurs, j'appelle une copine, je dis, purée, je sais pas quoi faire et tout, faut que je trouve il faut que... Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je rentre ? Est-ce que je continue ? Bref, j'en sais rien. Ils sont là, ouais, c'est un truc de fou et tout. Il faut que t'ailles au Japon. Enfin bref, on est là si t'as besoin de quoi que ce soit. Quelques jours après m'être rendu compte de cette situation, un soir, je suis dans l'appartement, je me dis ok, bon, de toute façon l'appartement il est payé, donc jusqu'à la fin du séjour en Malaisie, je suis plutôt tranquille de ce côté-là. Il me restait un petit peu, il me restait pas grand-chose, hein, mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je vais sur les sites des vols et je regarde le prix des vols Kuala Lumpur-Tokyo. Je regarde et je vois j'ai les moyens de payer ce billet parce que ce pays coûtait pas cher, il coûtait 160 euros. Kuala Lumpur-Tokyo c'est 160 euros à ce moment-là. Et en fait, je prends ce billet. Et je me dis, j'ai un mois pour trouver un moyen de payer un appartement à Tokyo une fois que j'arrive là-bas. C'est un acte fou, faut dire la vérité, mais je me dis, ok, il est temps de se remettre au travail. Tu te rappelles quand je te disais en Malaisie, en Turquie, je tergiversais sur un éventuel changement de cap professionnel. Là, j'avais pas le temps de réfléchir à ça. Il a fallu que je me remette au travail. Et il a fallu que je repense enfin studies. Ça veut dire que je me remette enfin face à la réalité de la situation. Qu'est-ce que je fais avec ce travail ? Qu'est-ce que je fais avec mon activité professionnelle actuelle ? Il est temps de prendre une décision au lieu de chercher à esquiver et à chercher une autre activité, une autre voie. J'ai quelque chose devant moi, il faut que j'en fasse quelque chose. Si j'esquive autant, c'est que j'apprécie pas la situation actuelle et donc il faut que j'en fasse quelque chose. Je me rends compte qu'en réalité, il y a une partie de l'activité avec laquelle je ne me reconnais plus. Je suis plus alignée avec, comme on dit, dans le jargon du développement personnel. Et en fait, tout ce temps-là, je le mettais de côté, je le mettais sous un tapis et je me disais, bon, bah, je verrai ça plus tard. Là, il a fallu se mettre face à la réalité et de se dire, ok, il y a des choses qui doivent changer pour que je puisse me réconcilier, entre guillemets, avec ma propre activité professionnelle, avec mon propre projet. C'est moi qui ai construit ce truc. S'il y a des trucs qui me plaisent plus, bon, bah, il est temps, en fait, peut-être de dire au revoir à certaines choses. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je savais que il y avait deux choses importantes qu'il fallait que je fasse. La première, c'est qu'il fallait que je ferme définitivement certains cours que je ne voulais plus donner. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait que je refasse le site internet. Parce qu'à ce moment-là, il avait été codé entièrement et il correspondait plus à ce que je voulais faire. Et donc, il a fallu que je reprenne la main sur mon site, ce qui sous-entendait le refaire complètement. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit juste avant, j'ai plus d'argent pour payer qui que ce soit. Ça veut dire que ça, je dois le faire moi-même. Donc, je décide de fermer certains programmes, le programme Challenge Lecture Rapide et un petit programme StudySten, c'est 10 méthodes pour déjà commencer à améliorer sa méthode de travail. C'était 10 cours que j'avais plus envie de vendre. Challenge Lecture Rapide, j'avais fait le tour, j'avais fait plein de sessions avec des gens, j'avais beaucoup apprécié, mais je me rends compte que voilà, j'ai plus envie d'enseigner la lecture rapide. Du moins, j'ai plus envie de l'enseigner de cette manière-là. Et pour l'instant, voilà, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. Donc, je décide de fermer les programmes et de les proposer à la vente pour les personnes qui souhaitaient quand même en bénéficier si jamais voilà, elles avaient voulu faire ce cours, mais qu'à ce moment-là, elles n'avaient pas les moyens ou pas le temps ou pas l'envie. Bref, je commence à faire un véritable tri, je commence à avoir de nouveaux élèves en accompagnement et durant ma période en Malaisie, je me remets sérieusement au travail. J'arrête de vivre dans des pensées complexes qui n'ont absolument aucun sens ni aucune forme de réalité et je me remets dans la réalité de ma vie. Je me remets au travail et je commence à régénérer des revenus pour me permettre de rattraper cette situation. Et cette situation, je la rattrape. Et sache une chose, en 1 mois et demi, en 2 mois, j'ai réussi du coup en fait, à générer le double de ce que j'avais perdu. Comme quoi, la vie, elle est incroyablement faite. Pleine de surprises. Pendant ce temps-là, je continue à vivre, je veux dire, à découvrir une partie de la Malaisie. Et je commence à comprendre comment mon organisation, elle va se passer avec le décalage horaire. Parce que je suis en Malaisie, donc là, il y a 6 heures de décalage avec la France. Et c'est ce qui va se passer de toute façon pendant le reste de mon périple, parce que ça va être 7 heures, et du coup, il va falloir s'organiser dans ces journées. Donc je sais que je vais donner cours la nuit, et que je vais vivre l'après-midi.
Et c'est ce qui va se passer de toute façon tout le reste du temps en Asie. Donc, en gros, mes journées sont rythmées entre le fait de donner cours entre 22h et 3-4h du matin. Ensuite, je dors jusque midi. Et après, le reste de l'après-midi, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire dans le pays où je me trouve. Et de voir mes amis, etc. On mange ensemble la journée, on mange ensemble l'après-midi. En fin de journée, on se voit. Et après, je sais que je peux commencer à travailler. D'ailleurs, le mari, c'est ce qu'il faisait aussi, vu qu'il avait des rendez-vous avec des gens de France. Donc, ma petite routine de travail commence à s'installer. Je profite de la Malaisie, pas assez, parce que j'avais ces problèmes en tête, j'avais ces préoccupations, on va dire, en tête, mais j'ai quand même profité de la capitale, de certaines villes. Je suis partie à Langkawi, la petite île de Langkawi, avec ces amis-là, justement, qui m'ont proposé un petit week-end. Alors, c'était super, parce que c'est un peu les petites îles paradisiaques qu'on aime voir en Asie. Donc, c'était très sympathique. Ils m'ont présenté un couple de Français qui s'étaient installés sur cette île pour ouvrir une crêperie. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. On a fait une petite activité qui était très sympa. Tu sais, c'est les activités où t'es sur un bateau et en fait, je sais pas comment expliquer ça, t'es un peu dans les airs et en fait, tu peux faire un petit tour dans les airs en même temps. C'est très sympa. Et en plus, comme j'avais une abaya noire qui flottait un peu dans les airs derrière, j'ai une copine, elle m'a dit, on dirait Kiki la petite sorcière. Et je ressemble vraiment à ça dans la vidéo. Donc voilà, j'ai bien profité. Alors, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai jamais pris un avion avec autant de turbulences. Au retour, en fait, il y avait des turbulences parce qu'il y avait des orages, saison des pluies et tout ça. Et à un moment, l'avion, il a fait un haut bas. Je me suis dit, c'est bon, je vais mourir. Voilà. Donc, j'avais commencé... Dans ma tête, je me disais, c'est bon, c'est peut-être la fin. Voilà. Et finalement, on a atterri. Donc, alhamdoulilah, je vous raconte le voyage là maintenant. Ah oui, en même temps, au même moment, donc j'ai certaines de mes sœurs, j'ai certaines de mes copines qui connaissent la situation. Je m'étais confiée pour expliquer la galère que j'avais, hein, que j'étais pas sûre et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment à l'autre bout du monde à quel point j'étais aimée de ma famille et de mes amis. Vraiment, c'est tout le voyage, il m'a fait me rendre compte de ça parce que j'ai jamais été seule alors que j'étais à l'autre bout du monde. J'avais des amis là, tu verras Japon, Corée, comment ça va se passer, mais j'ai jamais été seule. Dubaï aussi, hein, comme tu as vu, ma meilleure amie, elle est venue. J'ai jamais été seule et on pensait à moi et on me soutenait dans ce voyage. Et ça a une valeur qui est inestimable. Du coup, je me rends compte, en fait, quand j'ouvre mes applis, que ma meilleure amie, elle m'avait envoyé un petit peu d'argent en m'écrivant « Il y a intérêt que tu ailles au Japon, genre ça fait 20 ans que tu me saoules avec ce pays, il est temps que tu y ailles. » J'ai une de mes sœurs, elle m'a dit « Vas-y, et hors de question que tu rentres. » Bref, j'ai une autre de mes copines qui a acheté un de mes cours. Je sais qu'elle l'a acheté pour me soutenir et pas parce qu'elle en avait besoin. Et je lui en suis reconnaissante. Et ça a une valeur inestimable, ça. Bref, le voyage en Malaisie se passe plutôt bien. J'ai réussi une ou deux semaines avant à réserver du coup le logement à Tokyo. Donc c'est bon, j'avais le billet qui était déjà pris et je savais que j'avais la somme nécessaire pour payer l'appartement au Japon. Et enfin, me voici dans un avion en direction de Tokyo. Petite anecdote très drôle, au moment de mon départ, donc mes amis m'ont accompagnée. Et le dernier repas que j'ai pris, ils m'ont proposé d'aller au restaurant avant de prendre l'avion, parce que je prenais l'avion à 23h. Et j'ai mangé une raclette. Voilà, ça n'a aucun sens. J'ai mangé une raclette en Malaisie avec mes amis français avant de partir pour le Japon. C'était le dernier repas très drôle. La raclette, elle était délicieuse. Une raclette sous 40 degrés, c'est pas forcément ce qu'on imagine, mais c'était très sympathique. Et à 23h, me voici dans un avion en direction du Japon. 7 heures de vol. On dirait pas comme ça, mais c'est loin en fait, le Japon, c'est loin de tout. Donc j'arrive à l'aéroport, enfin voilà, avec tous mes bagages et compagnie, il est 8h du matin, donc cette fois il y a 7 heures de décalage avec la France. Et là, je peux pas te dire, j'aurais du mal à t'expliquer le sentiment de joie, de fierté qui m'anime au moment où je mets les pieds au Japon. En me disant, c'est un rêve d'ado qui se réalise. Alors je suis vachement... réaliste sur la réalité des pays dans lesquels je me trouve. Je sais très bien qu'il n'y a pas de pays parfait dans le monde, mais c'est juste l'idée d'avoir réalisé un rêve d'adolescent, l'idée d'être allé jusque là-bas, l'idée d'avoir traversé toutes ces épreuves pour en arriver là, et d'avoir eu le courage de faire tout ce qui a été fait avant, et de débarquer avec ses valises dans ce pays. Et c'est le pays dans lequel je vais être le plus bousculée. À tous les niveaux. Alors, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais en fait, dans tous les pays que j'ai voyagé à l'heure actuelle, j'arrivais toujours à trouver une forme de lien, de proximité ou de quelque chose,
un lien qui pouvait m'attacher à ce pays-là, quelque chose que je pouvais comprendre. La Turquie, c'est un pays dans lequel j'étais déjà allée. Les Émirats, c'est vachement international et c'est un pays musulman, donc j'arrive à m'y retrouver. La Malaisie, même si c'est un fonctionnement qui est complètement différent, une température, un environnement, bref, tout est différent. Il y a quand même le fait que ce soit un pays musulman, donc j'avais quand même des choses qui me raccrochaient à ce pays, et du coup, j'arrivais quand même à m'y retrouver. Là, j'arrive au Japon, j'ai absolument aucune attache avec ce pays. Ça veut dire que tu comprends pas la langue. Le fonctionnement du pays n'est pas le même. La culture n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. Aucun repère religieux, rien. Donc je suis complètement déboussolée quand j'arrive dans ce pays. J'ai vraiment la sensation, je l'ai dit à ma mère en plus. Je lui ai dit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si je t'avais un peu compris quand t'es venue en France il y a 40 ans, alors que tu parlais pas un mot français avec tes 5 enfants et que tu sais pas lire et écrire. Donc j'arrive le matin, pour l'instant je suis dans l'aéroport, donc tout se passe bien. J'arrive le matin, le truc c'est que mon check-in il est pas avant 15h, donc je décide de dormir dans un capsule hôtel qui se trouve dans l'aéroport. Donc un capsule hôtel, c'est un hôtel, tu dors dans une capsule, voilà. Comme dirait mon père, t'as dormi dans un tiroir. C'est un peu ça ressemble à des cercueils. Et tu payes à l'heure, donc c'est vraiment super pratique. J'ai payé 3 heures, 18 €, j'ai pu dormir 2 heures, j'ai pu prendre une douche, donc on te donne un sac avec tout le nécessaire de toilette, pantoufles, on te dit, dès que tu passes cette porte, tu fais plus un bruit, tu peux ranger tes affaires, etc., tu peux dormir, bref. C'était génial. J'ai dormi, j'ai fait ma petite sieste, j'ai pris ma douche, donc t'es requinqué après un vol. J'ai pris un petit repas dans un combini, un 7-Eleven, des petits supermarchés. J'ai testé les premiers repas dans les 7-Eleven et je me suis dit, ah, ce voyage il va être bien parce que si la bouffe industrielle elle est aussi bonne, ah la suite elle va être fantastique. Et je prends le train direction Tokyo. Je prends le train direction Tokyo, la ville, pour aller vers l'appartement, vers l'hôtel. Parce que j'avais pris quelques nuits d'hôtel et après j'avais pris un appartement. J'arrive à Tokyo, je prends un ticket de métro, je mets 10 minutes à prendre un ticket de métro parce que je comprends rien à ce qui se passe. Le ticket il passe pas parce qu'il est démagnétisé. Le mec il regarde le ticket, genre je peux pas vous aider, je sais pas comment on a fait pour communiquer. Il appelle son responsable pour démagnétiser ou me laisser passer, bref, voilà. Ça a été la galère. J'arrive enfin devant l'hôtel. C'est un check-in automatique, mais il y avait quand même un des employés qui était présent, qui bien évidemment ne parlait pas un mot d'anglais, sinon ce serait pas drôle. Je me suis dit, ah ça va être compliqué le Japon. J'arrive dans l'appartement, dans la chambre d'hôtel, pardon. Je redescends, je vais dans un combini, donc les petits supermarchés, il y en a partout, pour prendre à manger. On m'enchaîne avec des formules de politesse et des phrases, je ne comprends rien à ce qui se passe. Donc je lui dis, I'm sorry, I don't speak Japanese. Et la personne, elle me dit, do you need a bag? Donc elle m'a fait 4 lignes de phrases pour me demander si je voulais un sac. Je me suis sentie comme la personne la plus débile du pays. Et je me suis dit, ah, le Japon, ça va être drôle. Pourtant, sache que j'ai fait des semaines et des mois de cours de japonais avant, qui ne m'ont servi à rien à ce moment-là. Et donc, je mange. D'ailleurs, dans ce petit supermarché, parce que je suis restée dans l'hôtel que 3-4 jours, dans ce petit supermarché, à un moment, il y a un employé, il m'a vu, il m'a pointé du doigt, il m'a dit « Hey Jabu !» Donc je sais pas si c'était la première fois qu'il voyait une fille en foulard. Notre conversation, elle était lunaire. Parce qu'il m'a demandé d'où je venais. Je lui dis que j'étais française. Il m'a parlé de l'Espagne. Il m'a dit d'où. Je lui dis du Maroc. Il m'a parlé de Zidane et de l'Algérie. Je dis ouais, donc notre conversation, elle va aller nulle part. Donc j'ai mis fin à la conversation. Bref, tout se passe bien au Japon. Je suis restée 3 mois au Japon. C'est le pays où je suis restée le plus longtemps. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout du visa touriste. De toute façon, je savais que c'était là-bas que j'allais rester le plus longtemps. Et c'est marrant parce que j'avais un mélange de reconnaissance absolue de ma présence ici. Et en même temps, j'étais consciente des défis que j'avais par rapport au travail. Au fait qu'il fallait que je continue de générer de l'argent pour rattraper ce problème-là. Qu'il fallait que je continue à refaire le site, à ramener des nouveaux élèves. Voilà. Donc l'activité rebattait son plein. Mais en même temps, je savais qu'il fallait que je profite de ma présence dans ce pays. Donc, fallait me voir la journée avec mon petit tote bag à marcher dans les rues de Tokyo en me disant « Eh, je suis dans la merde, mais c'est pas grave, je suis au Japon, c'est extraordinaire. » Et au fur et à mesure du temps, j'ai accepté de me mettre dans des situations d'inconfort. En fait, le Japon, c'est simple, si tu te mets pas en situation d'inconfort, tu passes à côté de l'expérience. Donc, tu peux t'en sortir avec des endroits
où tout est traduit en anglais, les transports ils sont plutôt simples d'utilisation de toute façon parce qu'il y a de l'anglais partout, mais voilà, les Japonais parlent pas anglais et tu sais que l'immersion elle peut être difficile si t'as pas la volonté de faire un effort ou de te jeter à l'eau. Et un jour, c'est ce qui s'est passé. Au début, j'étais très frileuse parce que je savais que ça allait être dur. Donc, forcément, par souci de confort ou pour éviter l'inconfort, j'allais tout le temps dans des restaurants, dans des petits restos et tout, où je savais qu'il y allait avoir de l'anglais et où je pouvais m'en sortir. Et j'évitais les restaurants où je savais que tout était en japonais. Et à un moment, je suis partie me balader dans une petite ville qui s'appelle Funabashi. Petite ville portuaire. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour, c'était ma petite balade, j'ai profité du coucher de soleil. Et qui dit ville portuaire, dit forcément des villes avec des restaurants de poissons. Tu te doutes bien qu'il fallait pas que je passe à côté de ça. Et à un moment, dans une rue, pour aller vers la station de train, je vois, il y a un petit restaurant de sushi qui est assez bondé, qui a l'air d'être assez, je veux dire, bien réputé, parce qu'il y avait du monde qui venait, qui passait, etc. Donc je me suis dit, bon, je vois à l'intérieur, il n'y a rien en anglais. Tout est en japonais. Je rentre au début. J'étais déjà passée devant une fois. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si j'ai la force de pouvoir gérer ça. Je retourne là-bas. Et il faut savoir que, très important, j'avais une connexion Internet 4G limitée avec le forfait international. Donc, en fait, des fois, je ne l'activais pas quand j'étais dehors parce qu'en fait, j'en aurais pas assez pour le mois sinon. Et je ne pouvais pas faire de hors forfait. Et deuxième fois que je passe devant, je me dis, allez, tu sais quoi, vas-y. Je rentre, première expérience, la petite dame, parce que les serveuses, c'était des petites vieilles dames, trop mignonnes, mais forcément, pas un mot d'anglais. Je lui ai dit card, credit card, elle m'a dit cash. Donc, il a fallu que je retire de l'argent. Et je me suis dit, non, je vais pas abandonner. Et j'y vais, je retourne, je retire de l'argent, j'y retourne. Elle m'installe à une table, elle me donne un papier en japonais, elle se barre. Et c'est tout. Et pendant 10 minutes, je regarde tout ce qui se passe autour de moi pour comprendre la situation dans laquelle je me trouve et comment je dois me comporter. Et donc, en fait, je me rends compte que je suis assise à une table. On est tous assis autour d'une table qui entoure le chef cuisinier qui faisait des sushis. C'est un restaurant de sushis. Donc, je comprends que, voilà, le chef sushi, il est au milieu, il fait des sushis, il faut qu'on se serve. D'accord. Et on était tous autour. Chacun mangeait de son côté. Il n'y avait que des Japonais. Donc, j'étais vraiment perdue. Donc, pas besoin que la serveuse, elle vienne me servir. C'est pour ça qu'elle m'a rien... Elle attendait pas ma commande. Je vois qu'il y a 2 types d'assiettes différentes. Donc, tout ça se passe pendant 10 minutes. Je vois il y a 2 types de couleurs différentes. Donc, je comprends qu'il y a 2 prix différents en fonction des assiettes que tu prends. Je vois mon voisin de gauche et de droite, les assiettes s'empilent. Donc, je comprends que, en fait, l'addition, ça va être un calcul, l'addition de toutes les assiettes que j'ai mangées. Ok. Donc, je prends une assiette. Il y a 2 sushis dessus. Et je me rends compte que j'ai pas de baguette. J'ai rien. J'ai pas de couvert, j'ai pas de verre. Enfin, si, j'ai un verre. Et je vois que les baguettes, elles sont du côté de mon voisin. Et il y a des vitres, en fait, qui nous séparent, genre comme l'époque Covid. Il y a encore beaucoup ça au Japon pour délimiter les espaces individuels. Donc, comme je sais encore très peu parler japonais, je poque mon voisin et je sais comment on dit baguette et comment on dit s'il vous plaît. Donc, je lui dis baguette s'il vous plaît en japonais. Et il comprend que je suis en galère et que j'ai besoin de baguettes parce qu'elles sont devant lui. Très sympathique. Il me donne des baguettes. Il me propose même de me servir le thé parce qu'il voit que je suis en galère. Donc il me montre la poudre et il me sert de l'eau. Très sympathique. Je lui dis merci beaucoup. Il m'a dit une phrase et j'ai pas compris. J'ai dit merci. Et il est retourné à ses assiettes et moi aussi. Et du coup, j'ai pu me régaler. Je me suis servie. Je regardais ce qui se passait autour de moi. Et j'ai mangé de délicieux sushis que j'ai payé à peine 9 € en tout. Je crois que j'en ai mangé... J'en ai mangé combien ? Je crois que j'ai dû manger 6 sushis et genre 6 makis. Ouais, non, même pas. J'en ai eu pour 6 €. Voilà. J'en ai eu pour 6 €. Donc je peux te dire qu'en France, aujourd'hui, les restaurants de sushis, les menus, les prix des menus, ça me fait mal au cœur. Bref, je suis sortie de ce restaurant. Et c'est un souvenir mémorable pour moi parce que ça a été vraiment la vraie première sortie de zone de confort où j'ai testé, j'ai étendu ma zone et mes limites en japonais et j'ai tenté de faire quelque chose avec le peu dont je disposais. Et ça a vraiment changé tout le reste du voyage parce que tout le reste du voyage, ça s'est passé comme ça aussi. Je faisais des petites phrases mais au fur et à mesure, à force d'en faire, en fait, j'arrivais
à être de plus en plus à l'aise. J'arrivais à demander de plus en plus de choses, à tenter de plus en plus de choses. Bref, je continue mon voyage, mon petit périple. Je vois des gens. Il y a une personne, j'étais abonnée à cette personne sur Instagram, elle vivait au Japon, donc j'ai pu la voir, et donc c'était vraiment sympa. Cette personne était avec une autre personne, une jeune fille qui se baladait aussi en Asie. C'était très sympathique, donc j'ai pu voir des gens. J'ai jamais été seule, comme je t'ai dit, c'est incroyable. Et à un moment, voilà, j'ai fait le tour de Tokyo. La routine se passe bien, les choses avancent bien au niveau du travail, et je me dis, bah tiens, je vais décider d'explorer un petit peu quelques villes du Japon. Je décide de prendre quelques réservations. Je prends un sac à dos, je mets quelques affaires et direction le sud du Japon, direction Osaka, Kyoto, deux grandes villes qui sont évidemment des incontournables quand tu pars au Japon, sauf que c'est assez loin de Tokyo. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas l'argent pour prendre un Shinkansen, donc c'est le TGV japonais. L'aller-retour me coûtait un petit billet. J'avais déjà mis un petit peu d'argent dans les hôtels. Donc je décide de prendre un car qui va donc de Tokyo jusqu'à Osaka. Il met plus de temps, il met 7 heures. Mais voilà, je sais que c'est beaucoup moins cher. Donc je décide de prendre cette option-là. Option que je n'ai pas regrettée une seule seconde. Parce que vraiment, s'il y a bien une chose que j'ai retenu des Japonais, c'est que c'est des gens qui ont l'art de la considération et du soin. Ils mettent du soin dans tout. C'est simple, je n'ai jamais vu un pays aussi propre. Il n'y a pas de poubelle dehors, le pays il est propre. T'as même l'impression que les gens ils passent la serpillière sur les routes tellement c'est propre. Ils font attention au transport en commun, tout est propre. Dans le bus que j'ai pris, le car, il était en grande partie rempli. J'ai pas payé très cher et pourtant je n'ai jamais vu un car aussi propre. Les toilettes, elles étaient nickel. Tu pouvais enlever tes chaussures dès l'entrée dans le car. T'avais des pantoufles à ta disposition. Le chauffeur, il s'arrêtait pile toutes les 2 heures dans une station-service pour que tu puisses te restaurer, aller aux toilettes, etc., te reposer un peu. Donc le trajet, il est passé à une vitesse dingue. C'était le calme plat. J'avais l'impression que tout le monde était mort dans dans le car tellement c'était silencieux. Bref, tout s'est passé super bien. En plus, à un moment sur la route, tu as une vue sur le mont Fuji. C'était top. Donc j'arrive à Osaka. Je passe 2-3 jours là-bas. Je passe 2 jours à Kyoto. Je te la fais vite fait parce que je vais y retourner. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc voilà, je profite. C'est des villes qui sont complètement différentes. Je goûte le meilleur ramen de mon existence dans un resto à Osaka, un resto halal d'ailleurs, qui était absolument délicieux. Bref, je profite, je me balade, je retourne à Tokyo, je continue le travail, et puis, quelques semaines plus tard, j'ai la joie d'accueillir ma grande sœur qui est venue me rendre visite pendant 3 semaines quasiment à Tokyo, enfin au Japon. Donc ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas voyagé aussi, elle me dit écoute, tu sais quoi, j'ai besoin de changer d'air et tout. Je viens te rendre visite, au début elle était censée venir en Malaisie. Mais en fait, son passeport, il n'était pas prêt à temps. Elle a dû refaire son passeport. Et son passeport, il était prêt finalement pour le Japon. Et franchement, ça a été le meilleur timing possible. Encore une fois, Dieu fait bien les choses. Et du coup, elle est venue me rendre visite pendant 2 semaines et demie. Quand je sais ça et quand je connais ses dates de voyage, je commence à arranger tout le voyage. Je me suis organisée niveau logistique. Elle avait rien à faire. Elle avait juste littéralement à venir me suivre et kiffer avec moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on est resté quelques jours à Tokyo. Je lui ai fait faire les incontournables. Ensuite, on est parti à Osaka, à Kyoto, ensuite à Nara. Et on est remonté ensuite vers Izu. C'est une préfecture où on a dormi dans une auberge traditionnelle. Et ensuite, on est remonté à Tokyo. Voilà le périple. À Tokyo, tout se passe super bien. C'était super drôle parce que, en fait, elle a ressenti la même chose que moi quand je suis arrivée. Genre, je comprends rien, j'ai besoin de toi pour survivre dans ce pays. Du coup, je m'occupais de tout. C'est très drôle. Alors qu'elle est plus âgée que moi, elle a 6 ans de plus que moi. Et elle est arrivée avec du fromage. Ça, c'était ce que je lui ai demandé, du fromage et du pain. Donc, j'étais trop contente. Donc, je me suis régalée. J'ai retrouvé les goûts de la France. Ça m'a fait plaisir. On s'est baladé un petit peu à Tokyo. Voilà, elle a adoré. Ensuite, on avait prévu de partir à Osaka. Écoute bien, on devait prendre un Shinkansen, le fameux TGV. D'habitude, il n'y a jamais de problème de transport au Japon. Comme par hasard, le jour où on doit le prendre, tous les Shinkansen ils sont annulés sur toute la journée. Voilà, c'est comme ça, c'est les challenges de la vie. Donc, on a dû dormir une nuit supplémentaire à Tokyo. Et le lendemain, écoute, je dis, il y a un problème de transport et tout ça.
Le lendemain, on a repris le bus, ce fameux car. Donc, on a repris ce car-là. On a perdu une journée, entre guillemets. Mais écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. On a quand même bien profité d'Osaka. Je lui ai fait découvrir ce resto de ramen. À un moment, on a passé une journée complète à manger que de la street food dans les rues animées de Osaka. Donc, c'était cool. Voilà, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup marché et tout ça. On est parti à Kyoto. Kyoto, c'est vraiment l'endroit où tu visites les temples. C'est une ville historique. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert. C'est fantastique. Malheureusement, t'as tellement de touristes qui sont irrespectueux que à un moment, ils coursent les geishas, du coup, tu peux plus les voir. Elles se cachent, il y a certaines rues qui étaient même interdites aux touristes, bref. Voilà, il faisait super chaud en été, donc à un moment, la pauvre, elle a eu une migraine pendant 2 jours. Mais voilà, on a passé de super moments. Dernière étape, on est parti à Nara, c'est la ville où il y a tous les cerfs que tu peux nourrir, ils se baladent un petit peu dans la ville tout seuls, voilà, ils ont pas peur des humains. Du coup, ils s'approchent de toi, si t'as quelque chose à leur donner à manger, ils sont contents. Et ils sont tellement habitués au comportement des Japonais qu'ils savent comment faire pour que tu leur donnes à manger. Donc quand ils s'approchent de toi et qu'ils savent que tu vas leur donner à manger, ils s'inclinent, comme les Japonais, ils s'inclinent. J'avais montré cette vidéo à mon père, il était mort de rire. Comme quoi les animaux, c'est vraiment des êtres intelligents. Et on repart du coup vers le nord. On prend le Shinkansen cette fois et on va dans cette fameuse auberge traditionnelle. J'avais réservé 2 nuits pour ma sœur pour qu'elle puisse voir un côté un peu plus traditionnel de Tokyo. C'était du côté de la plage, donc ça nous a changé un peu d'air. Voilà, auberge traditionnelle où tu dois être à l'intérieur en yukata, c'est forme de kimono. Et surtout, c'est ça qu'on voulait tester, c'était les fameux bains chauds de source chaude. Donc on a testé, on est resté 5 minutes à l'intérieur, pas plus, parce qu'il faisait 40 degrés dans l'eau, 40 degrés dehors. Je suis restée 5 minutes, j'ai failli tomber dans les pommes. Et donc je me dis, je ne peux pas faire plus longtemps. Mais c'était super. Et à ce moment-là, écoute, j'ai vécu ce que je devais vivre finalement au Japon. 3 heures du matin, à peu près, je me réveille par un bruit. Bizarrement, je ne sais pas ce qui se passe. J'ouvre les yeux, je me redresse un peu et je vois quoi? La maison, elle bouge. C'est un tremblement de terre. Quand je te dis que la maison, elle a fait un droite-gauche 3 fois, je ne rigole pas, je plaisante pas, cette anecdote est vraie. Et à ce moment-là, je suis pétrifiée. Je comprends pourquoi les gens ils meurent sous les décombres. Parce que je suis restée pétrifiée. J'ai vraiment zéro instinct de survie. Je regarde le plafond et je me dis c'est pas possible, on va mourir. Et 3-4 secousses, et voilà, c'est tout. Et je vois, il se passe plus rien. Ma sœur, elle est restée endormie. Je me recouche, voilà. Et le lendemain, je me réveille et je dis à la petite dame qui nous a servi le petit déjeuner, qui m'enchaînait en japonais alors que je comprenais rien. Mais bref, juste avant qu'elle arrive, j'avais cherché dans le dictionnaire le mot tremblement de terre. Donc je lui dis, il y a eu un tremblement de terre cette nuit. Elle me dit, oh, comme d'habitude, je suis super. Je vois que vous êtes habitués. Donc je regarde sur internet, apparemment c'était un tremblement de terre magnitude 3,5 je crois, ou 4. Quelque chose comme ça. Pour eux, c'est un jour parmi tant d'autres. J'ai compris qu'au Japon, il y avait genre 1500 tremblements de terre par an. Donc bon, ils sont habitués, mais je t'assure, le droite-gauche de la maison, je m'y attendais pas. Et ça m'a traumatisée. Ma grande sœur, elle me dit, pourquoi tu m'as pas réveillée? Je lui dis, c'est pas un spectacle en fait. Et je pensais pas à ça au moment où il y a eu le tremblement de terre. Mais bon, c'est quelque chose qu'il a fallu vivre. À Tokyo, je l'ai pas vécu. Alors, forcément, tous les bâtiments au Japon, ils ont des normes antisismiques. Donc peut-être que c'est grâce à ça que tu sens pas les tremblements de terre, mais du coup, quand j'étais à Tokyo, j'ai senti littéralement aucun tremblement de terre. On remonte du coup à Tokyo, il lui reste encore 2-3 jours, on en profite et puis elle part. Elle part, il me reste encore moi de mon côté 2 semaines au Japon. À ce moment-là, je suis au Japon et à un moment, je suis dans un café et tout à coup, j'entendais sonnerie, mais c'est mon téléphone, mais en fait, c'est le téléphone de tout le monde. Et on reçoit en fait une alerte pour dire qu'il y a possibilité genre de tremblement de terre, grosse magnitude et de tsunami. Et en fait, apparemment, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis Fukushima, donc de 2011, si je ne me trompe pas. Et voilà, ils essayaient de... Je pense que le gouvernement essaie de mettre en place des choses pour permettre d'anticiper les tremblements de terre, ou du moins pour que les gens ils se mettent à l'abri, pour éviter les dégâts, les morts et tout ça. Donc on a tous reçu ça. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. Donc ça nous demande de nous mettre dans un endroit en sécurité. Je vois je regarde un petit peu les actualités, je vois que même dans le métro à Tokyo, il y avait des trucs qui ont bougé au plafond, il y a eu quelques pannes et tout. Je vois les gens dans le café, ils bougent pas. Genre, la vie, elle reprend son cours, tout va bien. Bon, bah, c'est rien, c'est qu'une alerte. Bref, j'étais la seule à paniquer dans l'histoire. Je suis quand même rentrée chez moi le soir.
Je me suis dit, bon, j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Je n'ai absolument rien senti. J'ai vu le lendemain qu'il y a quand même eu pas mal de tremblements de terre autour, mais globalement, ça a été. Et j'étais assez choquée du calme des Japonais à ce moment-là. Bref, je finis mes 2 semaines au Japon. Je continue, d'ailleurs, en Malaisie, au Japon, je continue à sortir des vidéos sur YouTube. Elles prennent moins de vues, mais je sens que, voilà, il y a une dynamique qui est lancée sur YouTube, et c'est vraiment sympa. Et j'en ai sorti 2, je crois, quand j'étais en Malaisie, et j'en ai sorti 2 quand j'étais au Japon, si je me trompe pas, ou une seule. Bref, mais en tout cas, j'essaie de rester dans cette dynamique d'écriture de script et tout ça. Bref, le travail continue. Le travail continue, pardon. Et bien évidemment, entre-temps, je prends mon billet pour la Corée du Sud, direction Séoul. Donc, c'est pas très loin, c'est qu'1 heure et demie de vol, ça va très très vite. Et voilà, il est temps de partir du Japon. Pour ma plus grande tristesse, j'étais dégoûtée, mais bon, il était temps de dire au revoir au Japon. De toute façon, les Japonais m'auraient pas laissé rester plus longtemps. Et je m'en vais donc à Séoul. Je prends un vol. Alors, Séoul, c'est encore pire que Tokyo parce que j'ai absolument zéro connaissance en coréen. Je suis jamais allée en Corée. J'ai que les connaissances des K-dramas. Donc, c'est que du cliché. Moins d'intérêt pour la Corée que pour le Japon. Mais je voulais absolument faire ce pays aussi, vu que j'étais juste à côté. Et je savais que ça allait être la dernière étape de mon voyage. Donc j'arrive à Séoul, j'ai pris un appartement. C'est très compliqué de trouver un logement à Séoul. Ça a été un des endroits les plus compliqués et les plus chers. Vraiment les plus chers, c'était Dubaï et Séoul. Mais bon, j'ai réussi à trouver un logement plus ou moins potable, on va dire. Et le lendemain de mon arrivée, le couple de Malaisie, là, dont je te parlais, eh ben ils sont arrivés aussi à Séoul. Ils sont arrivés en Corée du Sud. Ils voulaient y passer 10 jours parce qu'ils allaient rentrer en France eux aussi. Le contrat de l'épouse était terminé. Donc voilà, ils en ont profité. Et ils ont voyagé un petit peu. Et ils arrivaient à Séoul au même moment. Donc j'arrive 24 heures après. Je vois des amis. Comme quoi je te disais, j'ai jamais été seule. C'est incroyable. On a passé quelques jours ensemble. Eux, ils sont partis à Busan, ils sont revenus. On a repassé une soirée ensemble et après, ils sont rentrés en France. J'ai passé à peu près 1 mois et demi à Séoul, un peu moins d'1 mois et demi. Et en toute sincérité, je sentais que le voyage y touchait à sa fin et j'avais pas forcément envie de bouger plus que ça. Donc en réalité, en Corée, j'ai pas fait grand chose en termes de voyage. Je suis pas allée ailleurs, je suis restée à Séoul. Je me suis contentée de Séoul, de visiter quelques endroits et tout ça, d'aller dans des cafés pour bosser parce que je savais qu'il était temps de me remettre un peu plus sérieusement au travail. La rentrée approchait parce que je suis arrivée à Séoul fin août. Je suis restée jusqu'à octobre. Donc voilà, c'était la période de rentrée et forcément j'en ai profité pour bosser. Donc j'ai moins voyagé, j'ai moins de choses à raconter sur Séoul. En tout cas, je me suis rendu compte dès mon arrivée qu'il fallait que j'apprenne à lire le coréen parce que j'allais en avoir besoin pour les transports en commun. Oui, une chose que j'ai jamais racontée à mes parents. En fait, quand on s'est vu avec mes amis, on avait oublié, enfin je savais pas comment fonctionnait le système de transport. Du coup, on s'était rejoint à un quartier qui était pas loin de là où j'étais. On a mangé ensemble et en fait, on s'est quitté à minuit. Et je descends pour prendre le métro, je vois les grilles en train de se fermer, il n'y a plus de métro. Et je me dis, purée, je sais pas encore comment le système de taxi fonctionne et tout ça. Et en fait, j'ai marché jusqu'à chez moi à pied, et ça m'a pris 1 heure. Et j'ai marché dans une ville que je ne connaissais pas pendant 1 heure à minuit. Voilà. Mais je savais que Séoul s'était réputé pour être assez sécurisé, donc il s'est rien passé. Mais voilà, ça a été une de mes premières anecdotes de Séoul. Voilà. Je ne la raconterai pas à mes parents. Je sais qu'ils écouteront pas ce podcast. Mais voilà, je déconseillerais de faire ça quand vous arrivez dans un pays que vous connaissez pas. Mais en tout cas, alhamdoulilah, il m'est rien arrivé. Et voilà, j'ai profité de Séoul. J'ai appris à lire le coréen en 3-4 jours, pas plus. Voilà, j'en avais besoin pour décrypter ce que j'avais devant moi. Je pensais que j'allais être un peu plus à l'aise à Séoul avec l'anglais, mais c'était pas le cas. Mais l'avantage, c'est que la Corée du Sud, c'est, je pense, le pays le plus connecté du monde. T'as le wifi partout, t'as des cafés partout pour travailler. J'avais littéralement en bas de chez moi, il y avait une colline. J'avais un café qui était ouvert 24 heures sur 24. T'avais rien à faire. La machine, elle était là. Tu payais avec ta carte de transport. Tu pouvais rester toute la nuit. À un moment, je suis partie à 3 heures du matin. Après avoir donné des cours, je voulais juste acheter un petit truc à manger dans le combini juste à côté, qui était collé. Et en fait, il y avait des gens qui travaillaient à l'intérieur. Donc voilà, apparemment, tu peux te balader la nuit, il se passe rien. J'ai moins bien mangé quand j'ai été en Corée du Sud parce que visiblement le porc c'est un légume pour eux. Donc c'était hyper compliqué de trouver des endroits où je pouvais manger, même ne serait-ce que végétarien ou du poisson. C'était un peu galère. Donc forcément, quand tu manges moins bien, on va dire, dans un endroit, t'as la sensation que le voyage il est moins bien. Mais c'était très sympa à la Corée du Sud, mais j'étais dans une démarche de toute façon que j'allais rentrer.
Et le 30 septembre, je prends un avion pour rentrer en France. Je prends un avion qui fait une escale à Dubaï et j'arrive le 1er octobre à Paris. Et je suis partie pile 7 mois. J'avais pas prévu en fait que ce soit pile 7 mois parce que je suis vraiment partie le 1er mars, je suis rentrée le 1er octobre. J'ai pas fait exprès au niveau des dates et surtout tu te rappelles la liste de pays que je t'avais dit que le soir comme ça j'avais écrit en me disant j'aimerais bien faire cette liste là. En fait, je me suis rendu compte que je l'ai respectée à la lettre. Cette liste de pays, j'avais écrit dans l'ordre Turquie, Émirats, Malaisie, Japon, Corée. Et j'avais pas précisé l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, c'est la liste que j'avais faite au début, que j'avais pas prévu de respecter, mais que j'ai respectée dans sa totalité. Et 7 mois plus tard, donc me revoici de retour à Paris. Je prends un TGV direction le nord de la France. Je vois mes frères et sœurs. On rentre le lendemain chez mes parents qui étaient très heureux de me revoir. Bizarrement, c'est comme s'ils m'ont dit bon, tu nous as manqué, mais vu qu'on te voyait tout le temps en FaceTime, ça va quoi. Donc ils étaient contents, mais ils n'ont pas eu la sensation que j'étais partie si longtemps. Et j'ai pu leur raconter mon voyage et tout ça. Ça les a fait rire. Plus tard, c'est marrant parce que quelques mois plus tard, c'est il n'y a pas longtemps, mon père il est venu me chercher à la gare parce que j'étais venue leur rendre visite et il voit que tu sais j'ai une activité en ligne, en gros que j'ai juste besoin de mon ordinateur pour travailler. Il me dit c'est bien, t'as ce travail là, tu peux faire ce que tu veux et tout, enfin tu peux travailler d'où tu veux. Je lui dis t'as vu comme ça je peux voyager. Et en fait il s'est confié à moitié. En gros, il m'a dit t'as eu raison de voyager, si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. T'as eu raison, genre, de partir et d'explorer le monde. Continue d'explorer le monde. Donc, il m'a fait cette confidence à demi-mot. Donc, c'est bizarre parce que c'est comme si, tu vois, à travers tout le voyage que je fais, je réalise un petit peu aussi une partie du rêve de mon père. Qui, je pense, s'il avait été dans d'autres dispositions, je pense que mon père, ça aurait été un homme lettré qui aurait voyagé dans le monde entier. Et c'est comme si, je sais pas, je porte un peu ce genre de rêve-là. Tu sais, tu te rends pas compte, mais inconsciemment, je pense que tu portes un peu des rêves de tes parents ou de leurs envies ou de leurs ambitions. Et je pense que le fait de m'attacher à une forme d'indépendance, ne serait-ce que, tu vois, de faire en sorte, en fait, de pouvoir me débrouiller par moi-même si jamais j'en ai besoin, ça, je le tiens de ma mère. Et le fait d'être curieuse du monde et de voyager, de vouloir explorer, je sais que je le tiens de mon père. Et c'est comme si ce voyage-là, en fait, c'était un voyage que j'avais fait pour mon père, quoi, tu vois. Je sais pas si je m'en rendais pas compte à ce moment-là. C'est juste, il m'a fait cette réflexion quelques mois plus tard, il y a pas très longtemps. Et je me suis rendu compte de ça. Et que, tu vois, à travers toutes les photos que je lui montre, à travers les vidéos, les anecdotes et tout, c'est comme s'il voyageait avec moi, à travers moi. Et je sais que ça lui fait un peu plaisir. Et je suis contente. Je suis contente de ça. Et voilà. Donc, ce périple a pris fin après 7 mois. C'était génial. Et je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'essaie de réfléchir à ce que j'aurais pu apporter d'autre. Mais voilà. En tout cas, je suis revenue, j'étais une autre personne. C'est comme si, bizarre, j'ai fait le tour de moi-même aussi pendant ce voyage. J'ai fait le tour de moi-même et j'ai eu le temps de mener une introspection qui a duré très longtemps. J'ai eu le temps d'être confrontée à des difficultés, à des challenges et je me suis rendu compte que voilà, j'ai été capable de relever ces défis, de relever ces challenges-là, de m'en sortir, de pouvoir me dépasser, de pouvoir trouver en moi les ressources pour dépasser ces obstacles-là. Et j'ai eu la sensation en revenant en France que je dirais pas plus rien ne me fait peur parce que c'est pas vrai, mais comme si j'avais la sensation d'être plus robuste, plus résiliente et que maintenant j'aborde les difficultés avec un peu plus de sagesse, un peu moins de ce côté émotionnel où tu sais où tu pètes un câble on va dire ou ce genre de choses. Quand je suis face à une difficulté, quand je suis face à des réflexions, à des challenges, j'ai la sensation de les aborder avec un peu plus de sagesse et de recul et j'ai la sensation, la conviction que je peux les relever et qu'il y aura toujours une solution à tout ça. Et je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai tirée de ce voyage-là, c'est cette force-là intérieure, cette sagesse, ce recul, et surtout la confiance en l'avenir et en la suite. Et que même si l'avenir est incertain, ou je suis confrontée à plein de questionnements, je sais qu'à un moment, il y aura des réponses. Et je pense que c'est finalement le plus beau cadeau de ce voyage-là. Voilà. J'espère que ce deuxième épisode à rallonge, t'aura plu. Il est très long. N'hésite pas à me faire un retour sur ce que t'as pensé de ce voyage, sur Instagram, sur cerfvolant@studies.fr. Je serais curieuse de savoir si, à travers aussi ces récits, je t'ai donné envie soit de voyager, soit de te dépasser, soit de faire des choses que t'as toujours eu envie de faire.
Et voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Merci d'avoir attendu cet épisode. Merci d'être présent à chaque fois. Et on reprend maintenant Cerf-Volant sur une note un peu plus technique pour les prochaines fois. Et la semaine prochaine, nouvel épisode, comme d'habitude, de Cerf-Volant sur des problématiques en lien avec les études, où on se posera encore des questions. Et voilà, c'est la fin de ce périple. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cerf-Volant. Merci pour ta présence et la semaine prochaine. Peace.